Ce podcast vous est proposé par Budo Édition en partenariat avec le Vestiaire Amo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, c'est un épisode où on va parler de karaté avec deux karatékas haut gradés. Nous avons Anthony Pérez et Patrick Delarue avec nous. On est au Vestiaire Amo, un espace de coworking et une librairie sur le sport à Nice. Et donc aujourd'hui, on va parler de karaté. Messieurs, bonjour. 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 D'abord, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots pour les auditeurs qui vous découvrent. Patrick, est-ce que tu veux bien commencer ? Privilège aux vieux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Patrick Delarue, donc moi je suis 6e Dan FFK, 7e Dan WKF. J'ai commencé le karaté en 1968 et je l'enseigne depuis 1972. Voilà. Et Anthony Pérez. Je suis directeur technique de l'ASBTP Nice Karaté et directeur technique adjoint du département des Alpes-Maritimes à la Fédération française de karaté. Et je fais du karaté dans ma famille depuis, j'allais pas dire depuis que je suis né, mais depuis longtemps, puisque mon oncle était directeur technique de la Côte d'Azur et arbitre mondial. Voilà. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez eu deux professeurs assez importants pour la région. Donc, toi, tu as eu ton oncle qui était Pierre Pérez, donc qui était le directeur technique de la Ligue Côte d'Azur, donc l'ancienne Ligue. Je crois qu'il a été directeur technique de 75 à 2000, quelque chose comme ça. Pratiquement depuis la création de la Ligue. Ouais. Oui, Pierre. Et toi, tu as eu Gilbert Trujillo, qui a été un karatéka des premières heures, qui avait bien connu Maître Kazé, par exemple. Donc, deux karatékas importants qui ont formé maintenant deux karatékas haut gradés qui sont tous les deux actifs. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vos dojos sont tous les deux à Nice. Donc, Anthony, toi, tu as le dojo de la SBTP, mais tu enseignes aussi dans les écoles et dans d'autres dojos qui sont utilisés par la SBTP. Oui, j'enseigne en temps scolaire et en temps périscolaire avec le club de la SBTP. Et Patrick, toi, tu avais fait ça, tu avais enseigné en temps périscolaire dans le temps. Je suis le précurseur, puisque en 1900, avec mon statut d'instituteur, j'avais demandé à l'inspecteur d'académie que l'on puisse enseigner le karaté sur le temps scolaire et en périscolaire. Et en 90-92, j'ai eu l'autorisation de l'académie, j'ai commencé donc dans diverses écoles privées et publiques. Et je crois que en France, c'était la première fois, c'était le judo avant qui était dans les académies. Oui, il y avait beaucoup de judo, ouais. Mais pas le karaté. Et je sais juste après ça que ça a commencé dans d'autres académies en France. Et je suis heureux que Anthony et d'autres aient pris le relais dans les écoles, puisque en tant qu'ancien instituteur, je prônais la pratique des arts martiaux, c'est-à-dire quels qu'ils soient dans le domaine scolaire et sur le temps scolaire. Alors, on va commencer par une question simple. Pour vous, c'est quoi le karaté ? Il y a des néophytes qui nous regardent, peut-être des pratiquants de judo, d'aïkido ou peut-être même de tennis ou d'autres sports. Pour vous, le karaté, c'est quoi ? Anthony ? Je vais laisser l'ancien... Alors, Patrick ? Moi, qu'est-ce que je te dirais de façon le plus simple possible. Bon, pour moi, c'est un art, au départ, de défense. Mais ce qui est assez prodigieux chez les Japonais, puisque tu le sais bien mieux que moi que c'était pas un art martial, qu'il est arrivé dans les années 1900, reconnu, je crois, 1920 comme art martial, et que chez le Japonais, on est toujours dans l'excellence, et notamment au niveau spirituel, et l'épanouissement de l'être, qui est très en vogue aujourd'hui dans notre société. Ceci dit, ils l'ont transformé en voie, en chemin, comme un chemin pour arriver à quelque chose qui est l'épanouissement de l'être. En ce sens, encore une fois, en tant qu'éducateur, je me place plutôt comme ça, que ce soit comme j'ai pu faire dans mon métier, mathématiques, histoire, arts martiaux, je trouve que maintenant, il y a une dimension d'éducation, de travail sur le plan physique, sur le plan de la relation sociale, en dehors de la défense. C'est plus qu'un art de défense. Pour moi, il ne faut pas dénaturer l'art de défense. Pourquoi ? Parce qu'à travers l'idée de la défense, je dis bien de la défense, de se protéger ou protéger les autres, il y a une philosophie qui sous-tend tout ça. Et cette philosophie, elle doit être animée, je l'ai souvent dit à la radio, qui t'a choqué, mais c'est une relation d'amour. C'est-à-dire qu'une arme, on se défend avec une proportionnalité, légitime défense.
Mais pour ça, il faut une sacrée maîtrise de soi. Puisque, on le sait bien, quelqu'un énervé peut tuer, donc on n'est pas mieux que les autres. Ça veut dire qu'il faut travailler sur son intériorité. Ça veut dire donc, l'art martial défense implique automatiquement une maîtrise de soi, une progression vers la maîtrise de soi. Et chez l'enfant, c'est fondamental. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant dans les dojos. Anthony, tu es d'accord? Qu'est-ce que tu dirais sur ce que c'est que le karaté? Je suis d'accord en très grande partie avec ce qu'il dit. C'est ce qui dénote avec certains sports de combat, puisque le karaté devient un sport de combat pour le coup, avec pas mal de compétitions et le reste sur lesquelles on est obligé de s'adapter quand on est enseignant, que ce soit dans les écoles ou ailleurs. C'est le fait qu'il y ait plein de valeurs qui soient tout le respect, l'humilité, enfin, tout est noté là, mais ce qu'il dit, c'est assez vrai, de fait. Mais effectivement, maintenant, on en vient à faire du sport. Moi, le karaté, c'est des valeurs qui sont déjà à la base familiale. Ouais. Forcément. Pour moi, c'est des valeurs familiales. Je dis tout le temps, pour le coup, que ce soit ma fille, que ce soit mes beaux-enfants, ils ont cet héritage-là et j'essaye de donner. Et puis pour moi, mes élèves sont comme mes enfants. Donc pour le coup, on en vient à des valeurs familiales. Et je vais dire ça, moi, des valeurs familiales. Ok. Le fait de l'introduire dans les écoles, c'est une responsabilité. Maître Cazé disait, à quel âge vous donneriez une arme à un enfant? Vous voyez, tout est là. C'est-à-dire que si on enseigne, c'est pas du football, c'est une arme. Dès lors que l'on enseigne à donner une arme, une capacité effectivement de frapper assez fort et donc d'être extrêmement dangereux, nous engageons notre responsabilité de citoyen, puisqu'on est là pour faire des citoyens. Hein, et des gens qui sont bien dans leur peau, qui travaillent sur toutes ces valeurs dont parle Anthony. Je te rejoins sur le familial, les valeurs, la famille, toutes ces valeurs dont on parle tant aujourd'hui et qui sont si peu respectées dans la société actuelle. Et je dis souvent, nous, les écoles d'arts martiaux, c'est un peu les derniers bastions qu'il reste, puisque on a un rituel, on a un salut. C'est propre au karaté ou pas? Parce que moi, j'ai fait un peu de boxe anglaise. Vous avez fait aussi un peu tous les deux de boxe anglaise, d'ailleurs. Je ne suis pas le seul ici. Et j'ai l'impression que dans les arts martiaux, on met beaucoup l'accent sur les valeurs morales, sur le code moral. Mais c'est des valeurs qui sont aussi présentes dans la boxe, dans le foot, la gymnastique, dans la gym, dans la d'autres danse. sports. Est-ce que c'est propre au karaté? Alors je dirais que dans le karaté, c'est vraiment ce qui prime. C'est-à-dire qu'on parle d'école de défense. Moi, je dirais peut-être que le karaté, en soi, c'est une école de contrôle, déjà. Et toutes ces valeurs qui sont véhiculées sont la priorité. Et il y a des sports où ce n'est pas la priorité. Et comme je te l'ai dit souvent, ou je l'ai dit souvent dans tous les milieux sociaux, que ce soit les clubs, que ce soit les fédérations, que ce soit n'importe quoi, on retrouve tous les statuts sociaux. Donc il y a des gens qui sont moins attachés à certaines valeurs que d'autres, mais le fil conducteur du karaté, c'est vraiment de développer ces valeurs, de les enseigner et que ça se perpétue, quoi. C'est quoi la différence entre le karaté traditionnel et le karaté sportif? Alors, pour les auditeurs, je le dis, on a là deux pontes de chaque domaine, puisque Anthony est versé plutôt dans le karaté sportif depuis quelques années. Tu fais participer les jeunes aux compétitions, tu remportes des résultats d'ailleurs assez régulièrement. Et Patrick Delarue est à fond dans le karaté traditionnel depuis maintenant de nombreuses années. Donc c'est quoi la différence entre les deux? Pour le grand public, il y a un karaté. Il est plus habilité que moi à en parler, du coup, sur le plan sportif. Alors, sur le plan sportif, oui, mais là, il demande la différence entre les deux. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'exprimer les deux. Et c'est bien que tu nous aies réunis tous les deux, justement. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué parce qu'effectivement, et puis après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on se respecte beaucoup sur les disciplines qu'on a. Donc, on arrive à débattre de plein de choses là-dessus. Moi, je pense que le karaté traditionnel, il va en parler, a besoin de continuer, justement pour garder ses valeurs, etc. On en arrive à du karaté sportif puisque c'est une pratique avec les enfants. Il y a beaucoup d'enfants à la fédération. Donc on en arrive à ça. Et en vrai, pour rejoindre le karaté traditionnel, on va dire, comme c'est une école de contrôle, il faut savoir que les règlements de compétition en karaté
impose le contrôle. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire pour les auditeurs, c'est que historiquement parlant, à l'origine, il n'y avait que du karaté traditionnel, en quelque sorte, même si le mot traditionnel n'est pas forcément adapté, puisque le karaté a été formalisé en 1920. Est-ce qu'en 1950 ou 60, on peut parler de tradition? C'est que 30 ans après. Mais bon, c'était le cas. Et les règlements d'arbitrage ont été, à l'origine, ton oncle a bien connu ça d'ailleurs, en ippon shobu, c'est-à-dire le combat sur un coup. Le premier coup porté, qui était porté de manière nette et qui touchait l'adversaire, devait être contrôlé. Donc on ne devait pas atomiser l'adversaire comme en boxe anglaise. On devait contrôler le coup, on devait simplement toucher l'adversaire, montrer qu'on pouvait, si on voulait, le mettre KO, mais qu'on avait contrôlé la frappe. Et là, le combat s'arrêtait et on avait un vainqueur. Maintenant, c'est plus le cas. On a un système de points qui est beaucoup plus télévisuel, entre guillemets. Est-ce que tu peux en parler? Alors là, tu parles du ippon shobu, c'est très bien, ça se passait sans gants à la base. Ensuite, ils ont mis juste des gants et maintenant, on a des protections pieds-poings qui amortissent les chocs, qui font... Parce qu'effectivement, c'est une école de contrôle, mais les deux veulent marquer. Donc, il y a un moment donné où il y a un problème dans l'énoncé. Les deux y vont et il y a des possibilités. Alors, il faut savoir que les enfants, ils sont habillés comme des tortues ninja. Hein. Ils ont un casque sur la tête, ils ont un plastron au corps. Il y a des adaptations pour les enfants. Protection de pied, etc. Donc, effectivement, les risques sont moindres que dans certains sports où ça c'est vraiment violent. Et encore une fois, c'est une école de contrôle. Donc, il faut qu'il y ait une touche. Il y a plusieurs critères de points. Le retour, qu'on appelle l'équité. Alors, si on parle d'un néophyte, c'est compliqué d'expliquer ça. Il faut que la technique soit qu'on puisse évaluer son efficacité réelle et pour le coup, qu'il y ait la bonne distance, etc. Donc, à partir de là, on arrête le match et on donne les points. Ouais. Alors, quand on parle de ippon shobu, moi j'adore l'ippon shobu parce que c'est quelque chose, je pense que, j'en ai parlé avec mon oncle il y a quelques temps, là, pour lui, l'intérêt de faire ce genre de choses, ce serait peut-être pour les vétérans, même faire peut-être une Coupe de France par rapport à ça, en arriver à faire, mais c'est des idées qui restent à lui, hein, en fait. Hein. Le fait de faire ça, ça permettrait aux vétérans, puisqu'il y a des compétitions vétérans maintenant. Ouais. On a déjà eu cette discussion avec Patrick, il m'a dit, l'aspect compétition, ça ne dure qu'un temps. En fait, maintenant, c'est plus vrai, parce que des enfants jusqu'aux vétérans, ils peuvent faire de la compétition jusqu'à vétéran 4. Avec des règlements adaptés, donc? Non. Ah. Adapté, non. Enfin, c'est adapté de toute façon, mais ça reste le règlement sportif qu'on a en karaté normal, c'est-à-dire que c'est à 8 points d'écart, et ça, c'est quelque chose d'assez long. Je vois Patrick qui fait non de la tête. Dis-moi ce que tu en penses. Je dis non, et tu allais le dire, c'est tout simple. On vieillit. Le cardio est différent, le schéma corporel est différent. Alors là, je ne savais pas cette idée-là, mais moi, je suis tout à fait d'accord sur un ippon shobu qui était wasate ippon, hein, c'était demi-point ou un point. Et je précise parce que dans les années 70, je combattais Coupe de France, championnats régionaux. D'ailleurs, j'ai combattu contre Pierre, avec sa grande tignasse. Je vois un monstre arriver devant moi, on était, je crois, au Canet-Rocheville, j'ai perdu contre lui. Mais je combattais, je faisais de la compétition, et j'ajoute qu'on avait une coquille, et que si on donnait un coup de pied dans la coquille, Maïgueri notamment, on était vainqueur. On était dans... Enfin, pardon, je te coupe, mais pour te dire que il dit non, ça n'existe pas, et où je pense qu'il allait dire oui, c'est à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aujourd'hui... aux compétiteurs adultes de sautiller et de marquer des points autant que les jeunes. Le distinguo, il sera à faire. Qu'est-ce que tu appelles adulte? Parce que j'ai l'impression que ce que tu appelles adulte, c'est au-delà de 50 ans. Oui, je dirais plutôt de 60. Ok. Mais même 50, le cardio est différent. Mais on va dire, allez, pour aller plus simplement, puisque comme ça fait vieux d'entrée, 60 ans. Et au niveau carrément physiologique, ça ne fonctionne pas. Nous, à notre époque, quand on combattait, j'allais dire, on pouvait presque combattre une clope à la main. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin, et je suis peut-être direct comme ça, mais on n'avait pas de cardio autant que les jeunes maintenant qui doivent... tu sais ce que c'est qu'un sautillement, ça mobilise énormément tous les muscles. Les déplacements, ils sont ultra rapides. On n'était pas comme ça, on était pratiquement statique, tu le sais, dans les années 70. Donc, pour un certain âge, revenir à un ippon shobu, moi je serais tout à fait pour. Alors, entre les deux, il y a eu le sambo shobu.
Oui, sans Manchobou. Oui, Il donc y sur avait 3 points, c'est ça? 3 points, enfin 6 Wazari et 2. Alors, pour les néophytes, Wazahari, ça veut littéralement dire la technique a eu lieu. Ah Donc en bon fait, c'est des demi-points. Demi-point. Quand en karaté, pour qu'il y ait un ippon comme en judo, il faut que la technique soit vraiment nette, qu'on ait porté le coup, qu'il n'ait pas pu défendre, Alors, que on ça ait appelait touché. ça- Grande, grande vigueur d'application. On appelait ça, tu sais comment? Pour nous. Et c'est là la confusion après. Un coup mortel. Oui, c'est-à-dire un coup, s'il n'avait pas été contrôlé, il aurait été dangereux. Voilà. Donc ça demandait une stabilité, une distance, un timing extraordinaire. Et la Et plupart si du c'était temps, pas génial, ça devenait un Wazari, tu vois. c'était deux trains qui se rentraient dedans, les deux combattants, parce qu'ils partaient de la position statique et puis ils allaient pour frapper. Et là, il y avait plus de Wazahari. C'est dans l'idée japonaise, encore une fois, parce qu'il faut quand même voir pourquoi. Et c'est bien pour ça aussi que Nishiyama a tardé à rejoindre la Fédération mondiale. Beaucoup de Japonais sont restés dans le Ippon Shobu très longtemps. Et passer de ces techniques-là, extrêmement statiques, à la vitesse à laquelle les compétiteurs vont maintenant, alors moi j'étais carrément paumé. Mais si je dois le faire faire aujourd'hui, mettons, je décide de mettre des seniors là-dedans, je ne pourrais pas. Ils ne peuvent pas sautiller. Et Uramawashi, etc. Enfin, il faut avoir vieilli comme moi pour comprendre qu'on ne peut pas faire des choses pour tout le monde. Il y a des compétiteurs qui gardent une certaine souplesse en fonction des années et qui aiment ce genre de fonctionnement-là, de compétition à 8 points. Ils ont combattu avec ça. Il y a toute une génération qui a combattu avec ça. Moi, c'était sans Manchobou. Ouais. Toi, c'était sans bon, oui. Quand je suis arrivé et que c'était 8 points, au bout d'un moment, c'était long pour moi. Voilà. Et, voilà. et j'étais intéressé parce que j'ai pratiqué très tôt avec le Ippon Shobu, parce que c'était quelque chose où c'était concentré et c'était très très rapide. Et voilà. Mais pour le coup, il est effectivement intéressant de travailler et de laisser travailler des gens qui, même âgés, je vois un mec comme Guy Berger, il n'y a pas longtemps, il faisait encore des Absolument. compétitions. voilà. On Je sais a, pas quel âge il a, il doit avoir 70 on a un et an quelques. 2 ans d'écart avec Guy, soit doit avoir 72, 73, 74. C'est des gens qui, alors lui, Des aptitudes. Qu'on lui mette du Manchobou, qu'on lui mette sans Manchobou, qu'on lui mette des 8 points, il sera toujours intéressé par le combat. D'un point de vue extérieur, ce dont j'ai l'impression, c'est que vous êtes tous les deux attachés au type de règlement que vous avez connu quand vous étiez jeune en réalité. Peut-être qu'un mec qui commence maintenant avec 8 points d'écart, quand il aura 50 balais, il voudra toujours faire 8 points d'écart. C'est pas dit. C'est pas dit. C'est pas dit, parce que pourra peut-être ce pas. qu'il a dit est vrai. C'est-à-dire que moi, je suis capable de mettre des coups de pied à la tête encore maintenant. Voilà. Je me suis fait opérer des deux croisés. C'est compliqué de Ça devient sautiller, plus d'aller difficile. aussi vite, de frapper, de revenir, de faire des absorptions remises, de mettre des bras comme je faisais avant. C'est sûr. Mais attention, j'ai connu aussi, toi comme tu dis, on est attaché à ce qu'on a connu, effectivement. Et c'est logique, puisque ce qu'on a vécu, on a transpiré là-dessus, donc forcément, c'est sûr. Mais je pense que il faut garder cette forme de compétition qui est à plusieurs points, parce que c'est spectaculaire, etc. Machin, et que c'est une belle vitrine, c'est très bien, et puis ça permet d'avoir des athlètes comme il faut. Et je pense qu'il faut laisser la possibilité, enfin c'est mon avis à moi, hein. Moi c'est en discutant avec Pierre qu'on en a eu comme ça, mais il faudrait peut-être laisser la possibilité à certains de faire cette compétition, et puis ils vont la chercher dans d'autres fédés des fois. Je crois que, je sais pas si la JK, ils font encore des compètes comme ça, j'en sais rien, mais ils vont aller chercher ça Ou à la ailleurs. FSGT, ou à l'UFOLEP, ou dans des petites organisations. À la FSGT, je sais pas s'ils font du Ippon-Shobu, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une forme de compétition qui est intéressante et qui peut rallier en fait l'ancienne génération et la nouvelle génération. Une dernière question à propos du règlement, et après on va passer sur un autre sujet. Est-ce que vous pensez que le règlement influence beaucoup la manière dont le karaté est enseigné, ou pas du tout? Alors, ça va l'influencer chez nous, et chez Patrick, il n'en a rien à faire. Non. Vraiment. C'est-à-dire que nous, effectivement, il y a des choses... je ne sais pas comment te dire. Je vais te donner un exemple concret. J'ai une petite qui a gagné les France. Elle est menée à la... Je ne sais pas, il reste une vingtaine de secondes. Elle est menée alors qu'elle ne doit pas être menée, mais elle est menée. Et je sais que c'est du 6/6. Je lui dis d'attaquer, de mettre la pression. La fille, dans les 15 dernières secondes, elle est sortie 2 fois, elle a perdu. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que les sorties de tatami comptent des pénalités ou ce genre de choses? Il y a des pénalités où, oui, où
tu perds l'avantage du premier point, puisqu'il y a Sanchu sur le premier point. Celui qui marque le premier point, quand on arrive à la fin, s'il y a ex-aequo, il gagne. Là, dans ces secondes-là, quand tu sors, tu as perdu le Sanchu. Et si tu sors une deuxième fois, parce que tu as pris 4 pénalités d'entrée, tu es éliminé direct, quel que soit le score. Donc le fait, quand on est mené, de maintenir le Tu es pressing obligé de coûte que faire coûte. énormément de tactique. Ouais. Alors après, moi j'aime bien la tactique. C'est Oui. quelque chose que j'aime bien. Il est- Donc je joue aux échecs des fois avec certains. Je sais qu'il y a des avantages sur certains. Mais ça, c'est vraiment de la compétition pure. Ouais. C'est le rôle d'un vrai coach, un peu comme en boxe anglaise ou dans d'autres sports où il y a Exactement. besoin de tactique. C'est pour ça que je dis Oui. de l'art martial, Il va on passe utiliser, à un sport de combat, mais qui reste avec certaines valeurs. Et on revient sur le Ouais, sur le règlement. On a un lien, pardon, de t'interrompre, le lien est fondamental, et là je le rejoins. Autant je ne suis pas en général sport, je l'ai fait pendant une partie de ma carrière, puisque tous mes jeunes et seniors faisaient de la compétition, puis j'ai arrêté il y a 25-30 ans, etc., d'enseigner. Ma fille a pris un peu le relais. Il y a un point où on se rejoint, les valeurs. À partir du moment où le sport karaté a des valeurs, il est éducatif, qu'il devient éducatif, et non pas pour développer l'ego, mais remettre les choses à leur place, c'est-à-dire apprendre à perdre, qu'il y a une éducation à travers le sport. Je suis pour le karaté sportif. Mais dès lors, et malheureusement, depuis plus de 50 ans, je le vis beaucoup en compétition, quand je vois des jeunes qui jettent leur protège-dents, qui saluent pas, non, là je ne suis pas d'accord. C'est aux dirigeants de sanctionner, de dire aux parents, et combien de fois je l'ai entendu, tue-le, etc. Ah non, sanction. Et je suis heureux à ce moment-là et je l'ai appris il y a 2 ans lors de ton master, qu'il y ait des coachs, et toi tu es coach, et bon, imaginez en 70, on n'avait pas de coach. Bon, mon prof dans Coubertin, il était dans les gradins, on était en bas, il y avait Valera, Grus, et nous, ceinture marron, on n'avait pas de coach. Et la réglementation va faire la technique. Ouais, il y a une grosse influence de la réglementation. Ça a été compliqué pour les coachs. En vrai, historiquement, ça a été compliqué. Moi, il y a une époque où il y a des dirigeants, même de mon club, qui étaient dirigeants au niveau départemental, qui ont interdit les coachs. Et moi, j'ai expliqué, j'ai dit, moi, les enfants qui ont 6, 7, 8 ans, 9 ans, qui font de la compétition, ils sont jetés là. Et en vrai, c'est très, très dur, le sport de combat. Parce que tu es face à quelqu'un, quand tu as perdu, t'en as pris plein la gueule, devant tout le monde. Donc, il faut être capable d'accompagner quelqu'un, de lui expliquer qu'en fait, c'est un sport et qu'il n'y a pas de... Il joue pas sa vie, il n'y a pas de machin, il n'a pas besoin d'être excessif là-dessus, il faut tout donner dans le règlement, et puis après, bon, tant pis, il gagne, il perd, et voilà. Donc, ils nous ont mis dans les gradins. Et à cette époque-là, moi, j'ai dit, si vous nous mettez dans les gradins, c'est compliqué. Il faut avoir un mégaphone, quoi. Je n'ai pas besoin de mégaphone, mais ils l'ont su tout de suite, rapidement. Et en fait, il n'y avait pas que moi dans la fédération, il y avait plein de coachs comme ça. Et au niveau international, il y avait déjà des coachs qui étaient proches. Maintenant, les gens s'étonnent que je crie plus. Mais en fait, les athlètes sont devant moi. Oui, parce que maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le coach est au bord du tatami, il a un espace qui lui est réservé, il est plus foutu dans les gradins à 10 mètres du combattant. Comme dans tous les sports de combat qui font des compétitions. Hein. Ouais, en boxe anglaise, le coach, il est au coin du ring. C'est ça. Il n'est pas à 15 mètres derrière. Tout à fait. Mais ça se faisait déjà au niveau international. Mais ça se fait au niveau français depuis plusieurs années maintenant. Je peux rajouter une chose fondamentale. La partie de subjectivité dans la compétition karaté. On a trop vu, et en 75, Dominique en a été la preuve à Los Angeles, la difficulté d'appréciation d'un juge à l'autre. On l'a vu dans le patinage artistique. C'est-à-dire que si je prends 2 personnes en natation, il y a un chrono. Là, le chrono va sanctionner le premier et le deuxième. Surtout que la natation, Anthony, il connaît bien. Voilà. Une course à pied, il y a un chrono. Je ne sais pas si ça a changé en compétition de karaté tel que l'on le fait, mais la subjectivité, c'était trop près, c'était trop loin, même avec 3 juges, 5 juges. Il y a des confusions, et alors on a les parents, non mais c'était bon, l'autre... Ça prête à la confusion, à discussion. Et ça me gêne beaucoup parce qu'il y a trop de subjectivité dans la pratique du combat. Dominique Valera disait toujours, et ça quand même il faut le reconnaître, c'est quand même le seul sport de combat où quand tu touches, tu perds. Alors, ce qu'il faut expliquer pour le grand public, je vais expliquer 2-3 choses, parce que les gens vont être perdus sinon. En karaté, il faut contrôler la technique.
Donc, si la technique est considérée par l'arbitre comme n'ayant pas été contrôlée... Attention que le KO au corps est autorisé depuis le début. C'est-à-dire que quand on met quelqu'un KO respiratoire, à part s'il y a une grosse blessure au niveau des côtes ou autre, il est considéré comme gagnant si jamais il est KO respiratoire. Voilà. Ouais, mais dans la tête, les coups dans la tête doivent être contrôlés. Oui, mais alors contrôlés. Mais ça veut... Excuse-moi, mais l'erreur aussi fondamentale, qui a duré des années, je ne sais pas aujourd'hui comment c'est. Tu touches quelqu'un à la tête, tu fais une belle technique et il saigne. Parce qu'il saigne, tu perds. C'est d'un ridicule. Tu contrôles la tête, mais il y a un impact et on le voit en JK, quand même, une bonne distance. Personne n'est mort. Mais à partir du moment où il y a un saignement, tu perds. Un saignement, c'est pas un critère d'arrêt pour moi. Il doit y avoir... Alors là aussi, confusion, on l'a vu à la télévision, dans les médias, très souvent. Mais karaté, on touche pas. Il y a une confusion entre les différents types de règlements qui ont existé, parce qu'il y a des gens qui sont restés sur le règlement où on touchait pratiquement pas. Il y a des gens qui sont restés sur le règlement éponge au bout, dans leur imaginaire, c'est encore comme ça. On contrôle, mais on touche. Et du coup, c'est à l'appréciation des juges et des arbitres, effectivement, si la technique a été valide ou pas. Quand tu regardes, je crois que c'est la demi-finale, puisqu'il n'y a pas eu de finale, je crois. Je crois que c'est en 1990, où Giovanni Tramontini gagne les mondes dans éponge au bout. Je peux te dire que ça envoie bien comme il faut, voilà. Et qu'il va même au visage. On est d'accord, merci voilà. Anthony. Mais alors, on est d'accord, c'est attention du karaté. Que dans la réglementation du karaté, que ce soit à l'international, et ça a été fait déjà au national et ailleurs, il y a eu la vidéo. Et il y a toujours la vidéo au niveau international et des fois national. Oui, donc à partir de là, c'est différent, ça se passe différemment, parce que quand c'était en miroir, c'était encore subjectif par rapport à ce que l'arbitre avait apprécié. Il y a toujours l'appréciation de l'arbitre, effectivement. Mais en vrai, maintenant, l'arbitre central ne donne même plus de points. D'accord. Tu as les 4 qui sont là, qui donnent, et à partir du moment où il y a 2 drapeaux, le point est donné. D'accord. Que ce soit un yuko, un wasari ou un ippon. Donc pour le coup, c'est mieux. Il y a les 4, plus la vidéo, ça fait beaucoup. Donc pour le coup, on limite ce genre... Mais on aura toujours des problèmes avec ça, bien sûr. Même avec... bien sûr. Mais sauf à mettre comme en taekwondo des trucs électroniques où quand ça touche, ça active. Les trucs électroniques, il y a comme des fois où ça marche pas. Oui, il y a aussi ça marche alors que ça ne devrait pas marcher. Donc oui, mais c'est pas très probant. Moi, je pense que toutes les évolutions qu'on peut faire sur la compétition, c'est très bien, tout ce qu'on veut, etc. Machin. Il n'en reste pas moins que l'erreur est humaine et que de toute façon, l'arbitrage, moi je suis bien placé pour le voir parce que Pierre, c'était l'un des meilleurs arbitres français et il va pas me le dire, hein, mais il y a des fois où peut-être il s'est trompé ou peut-être que certains arbitres de ses collègues se sont trompés ou peut-être que... Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça évolue sans cesse et qu'on a de moins en moins de problèmes avec ça. Et quelqu'un qui pratique le karaté, effectivement, il a l'habitude de contrôler, donc, mais que ce soit un problème ou pas, dans les valeurs qu'on a données, je pense qu'il est important qu'on donne cette idée-là que le contrôle doit être que ça fasse partie des points donnés, quoi. Ouais, que ce soit vraiment appliqué. Il est capable de contrôler, quelqu'un qui est capable de contrôler un coup de poing, il est capable de frapper. Oui, parce que c'est plus dur de contrôler un coup en touchant dans le bon timing, etc., que de mettre une patate. Et ça fait partie de certaines valeurs de retrouver ça. Moi, je veux bien qu'on discute sur plein de choses, que le karaté, ça touche pas, etc. Quoique, si les gens ont des problèmes avec ça, ils peuvent aller dans les clubs et voir ce que ça donne, quelqu'un qui fait du karaté. Mais moi, je pense qu'il est important de garder ce genre de valeurs. Il est important de garder le contrôle. Et je suis persuadé que tous les grands maîtres qu'on a eus, que ce soit Kazé, Kanazawa ou ailleurs, c'est des gens qui sont capables de contrôler ce qu'ils font. Et on sait que c'est des gens qui, s'ils appuient, la technique est efficace, quoi. En plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'en karaté, il n'y a pas qu'un système de compétition. Il y a aussi le karaté full contact, où là, on peut mettre gants, protection, c'est un peu comme le kickboxing. Donc, pour des gens qui voudraient appuyer les coups tout en restant protégés, c'est possible d'aller dans ce système-là. Et là, on n'a parlé que du combat. Mais effectivement, il y a aussi les katas. Il y a aussi les katas, ouais. Et ça, c'est pareil. Alors là, dans la subjectivité, c'est un peu plus difficile, mais ça reste... Comme Patrick a parlé du patinage artistique, c'est un peu pareil. En fait, il y a des juges qui jugent la technicité des mouvements, leur propreté, leur timing. Ce sont des chorégraphies. Oui. Quand j'ai lancé le karaté artistique dans les années 2000 avec Christophe Cario,
On m'a dit, mais c'est pas un art martial. J'ai dit, non, c'est pas un art martial. Mais est-ce que les katas à 3, c'est un art martial? J'en parlais avec Francis Didier. Et nous, on a eu l'avantage, c'est qu'on a été tout de suite pris en télévision, ce qui a fait un peu jaser, hein, du côté de la fédération, malgré tout. Alors que les katas, non. Kata à 3, mais on est loin de l'originel. D'abord, un kata aujourd'hui. Un kata, c'est pas 30 secondes ni 45. C'est plus d'une minute. Ça n'a rien à voir avec l'originel. Et alors, un kata, je suis bien placé parce que les premiers titres de champion de France, c'est mon école qui l'a eu il y a plus de 30 ans à Villefranche. J'étais dans la chorégraphie quand je faisais le travail à 3 des filles. C'est extrêmement chorégraphique. Il n'y a rien d'originel là-dedans. Il y a un sabotage des techniques, il y a des inventions de tempo. On est dans l'esthétisme. Ce n'est pas du tout un art martial. Alors c'est intéressant qu'il soulève ce point-là, parce que sur le karaté... Oui, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Alors, ce qu'il dit, c'est que, alors, il y a de la subjectivité, il y a toute une étude sur la façon d'arriver, la façon de saluer, la façon de présenter, la façon de faire le kiai, l'esthétisme à 3, etc. On peut en parler, etc. Mais maintenant, il y a autre chose qui rentre en... Quand on arrive en finale, il faut qu'on fasse un bunkai. Oui. Mais qui sont pipeaux. Alors, il faut que je fasse une note d'explication pour le grand public. Pardon, hein, je suis très direct Oui. parce que j'ai pas beaucoup de temps à vivre et j'en vois du lourd parfois. Il faut que j'explique ce que c'est que les bunkai. Donc, les bunkai, c'est l'application d'une phase ou de plusieurs phases des katas avec un partenaire. Parce que le kata, on le pratique seul dans le vent, comme un shadowboxing. Les bunkai, c'est on démontre ça avec un partenaire. Mais c'est vrai que depuis une trentaine d'années, c'est très chorégraphié. Il y a eu une période où c'était très gymnastique, très. Alors, effectivement, il y a plein de choses qui le sont. Maintenant, il y a eu un retour qui a été fait et il y a... Un retour à la sobriété un peu. Oui, et surtout, il faut... Je pense qu'ils arrivent à reconnaître maintenant le kata, parce qu'il y a un moment donné, on ne reconnaissait plus le kata. Hein. Il y avait des oui, il y avait eu tellement de petites modifications. Que je n'aime pas. Hein. Il y a des gens qui pratiquent ça, ils sont très forts. Et je pense que c'est justement avec l'influence du karaté artistique, parce qu'au début des années 2000, il y a eu la mode des yamakasi, la mode de tout ce qui était, maintenant ils appellent ça le parcours. Ces gens qui montent sur les façades des immeubles, etc. Tu parles de trucs. Moi, il y a un film, je me rappelle d'un film. Ça va peut-être faire un lien avec ce que tu voulais faire. Il s'appelle The Perfect Warpoint. Tu connais pas L'arme parfaite? Non. Il faudra que tu regardes. C'est un film où le gars il fait une chorégraphie en musique. C'est la première fois que j'ai vu ça, il y a très longtemps. L'acteur, je ne me rappellerai plus comment il s'appelle, mais c'est des films des années 80 qui m'avaient marqué. Et en fait, il fait du kempo en version. Et puis, on entend avec la musique, c'est de Snap. Ok. C'est I've Got the Power, un truc comme ça. Ok, oui, donc les musiques des années 80. Vraiment. Exactement. Et c'est la première fois que j'ai vu des katas en musique. Et c'est bien avant qu'on fasse tous les trucs du machin. C'est vraiment la première fois que j'ai vu ça. Et le karaté artistique, ça a été d'ailleurs un moment important de l'histoire du karaté en France, parce que avant ça, les gens connaissaient le karaté traditionnel, entre guillemets. Après ça, ils ont eu quand même l'idée qu'on pouvait faire des arts martiaux artistiques. Ça a été un truc sur lequel tu as été influent, parce qu'au début des années 2000, tu avais fait des représentations chez Drucker, à la télé. En fait, ça a commencé comme ça. Moi, j'avais commencé avant. J'avais vu Frenette. Jean Frenette. Jean Frenette à Bercy. Très fort. Et ça m'intéressait. Mais moi, encore une fois, je veux ajouter, ma fibre éducative fait que il y avait à ce moment-là le body karaté qui naissait aussi. Ouais. Et quand aujourd'hui, les enfants commencent à l'âge de 3 ans, contrairement à nous, on commençait à 15-16 ans. Hein. On était des jeunes à ce moment-là. On se lasse vite du karaté. Donc, à ce moment-là, la fédération met en place le body karaté. Et moi, je suis à Bercy à ce moment-là en démonstration. Et je dis à Francis, dans les coulisses, on était tous les deux, et je lui dis, écoute Francis, si tu veux, on pourrait officialiser ça, et si ça te dit, on peut appeler ça, au sein de la fédération, karaté artistique. On met bien le mot karaté, ça fait de la pub. Et nous étions d'accord avec Christophe Cariot, Francis et moi, pour développer ça. On sait tous l'histoire. On fait une première Coupe de France, des championnats de France, une Coupe de France. Francis ne m'a pas donné les moyens de développer en France le karaté artistique. Et j'ai arrêté, parce que il aidait le body karaté,
Mais le karaté artistique, qui était extrêmement télévisé, on fait quand même 4 fois Bercy, le festival mondial. Je fais des chorégraphies avec 50 élèves, 4 fois Drucker et toutes les chaînes de télévision nationales. Alors que le kata n'y était pas. Bon, l'être humain étant ce qu'il est, j'ai pas eu les moyens, j'ai dit au revoir en 2005 aux arts martiaux artistiques en France. Et ça, tu penses que ça a eu une influence sur le développement plus tardif Non. du karaté? Non. Ça a été juste une période? Le kata, du temps, moi j'étais avec Pierre Tabernas, à ce moment-là directeur technique national. On regardait avec Jean-Pierre Fischer et Michael Milon, on regardait les katas qui étaient extrêmement chorégraphiques déjà. Il y avait énormément de balayage. Ça volait tout le temps. Il fallait que ça soit beau. Aujourd'hui, il faut comprendre le système. Et tu le sais très bien. Moi, j'étais avec Didier Moreau quand il venait de lancer. Didier était passé me voir à Nice quand il venait lancer les 3 points sur les coups de pied. Moi, je l'avais déjà fait au sein de mon école. Pour valoriser les jambes et qu'il en fasse des jambes, je donnais 3 points dans mes petites compétitions internes. Ça a été repris au niveau national et international, si je ne me trompe pas. Parce qu'il fallait des jambes. Du temps de Watanabe, etc., on pouvait être champion du monde de karaté qu'avec des bras. Mais il y a une prédominance dans le karaté japonais des techniques de coups de poing sur les techniques de coups de pied. Pendant longtemps, c'était les points. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que de tout temps, il y a eu des athlètes qui sont capables, que ce soit des Japonais, des Hongrois, Alors après, il y a des spécificités selon les pays, c'est vrai. Mais moi, je vois, par exemple, Alagas, le Turc. Je rêvais quand je voyais ses coups de pied, etc. Pina à la suite, puisqu'il faisait des très belles techniques de jambes, etc. Ouais, Pina faisait les coups de pied hélicoptères comme Jean-Claude Van Damme à un moment. Il faut reconnaître, il a apporté beaucoup, Christophe. Alagas, évidemment, et tu avais tout à fait raison, mais ils ont des capacités physiques extraordinaires. Seulement, ça se faisait qu'avec des points. Il fallait valoriser les pieds. Moi, j'étais tout à fait pour. Et regarde maintenant, tu le sais mieux que moi, les uramawashi, à toutes les sauces, en attaque, en contre et tout. On n'avait pas ça, à notre époque. C'était très compliqué de marquer des jambes. Moi, je me rappelle plusieurs fois toucher le gars. Le gars, il avait la marque rouge sur le visage. C'était très difficile. Il fallait revenir. Il fallait frapper et revenir. Là, effectivement, comme les jambes sont très 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 valorisées, peut-être un peu trop d'ailleurs, peut-être un peu trop. Il y a des coups de pied maintenant où ils ne regardent pas l'adversaire, il touche, il tombe, et les points sont donnés, parce qu'à partir du moment où il y a la touche, les drapeaux se lèvent. Les drapeaux sont levés, ils ne peuvent plus descendre. Donc, effectivement... Si le gars perd l'équilibre et tombe pendant... Mais effectivement, il a raison sur le fait qu'il fallait valoriser les jambes. C'est très spectaculaire, c'est très difficile à réaliser dans le temps. C'est-à-dire que quand on a une opposition directe, que quelqu'un charge comme un camion et qu'il faut placer la jambe sans se faire avoir, c'est très très difficile à faire. Donc effectivement, moi, pratiquement tous mes compétiteurs font les uramawashi, les mawashi, j'aime bien ces coups de pied. Alors, traduction, mawashi geri, coup de pied circulaire, uramawashi geri, coup de pied circulaire inversé. Ouais, on va dire ça. Puis il faut voir une chose, je vais plus loin un peu dans la technique, pardon pour les néophytes, mais les techniques de karaté comme Ura doivent être contrôlées. Ça veut dire on doit faire un gainage de folie. Tac, tu tapes, puis tu reviens. Si tu fais toi, boxe, toi tu le sais très bien, est-ce que tu fais ça ou tu fais ça pour enlever la tête? Moi, je lui arrache la tête. Voilà. Eh bien ça, c'est quand même extrêmement difficile. Tous les éducatifs, où on met un mur, on tape et on revient. Il faut savoir que la préparation physique des athlètes de cette forme de karaté sportif, elle est particulière. Elle est très, très pointue, à mon avis. Alors, ce qui est dur, c'est de garder l'équilibre, de toucher en mouvement et de contrôler. Ouais. Et surtout que ça se fait souvent à très courte distance. Il y a l'autre qui est sur soi, quoi, pratiquement. Effectivement, comme il a dit, c'est important de valoriser ce genre de points. Je ne savais pas qu'il y avait toute une influence, il y a plein de trucs que tu as raconté que je ne connais pas, que je n'ai pas vécu. J'ai la chance d'avoir vécu longtemps et d'avoir vu depuis 68 sûrement. Tellement de formes de compétition dans ce que l'on voit aujourd'hui du karaté sportif. Et je dirais, quand on dit karaté sportif, il ne faut pas oublier aussi le Kyokushinkai. La forme, c'est du karaté sportif. On a diverses formes de karaté traditionnel, mais on a diverses formes de karaté sportif. Et celui que Anthony enseigne, celui que l'on voit en France, il n'y a pas que celui-ci. On peut inventer plein de karaté sportifs. Tu mets un coup de genou, tu mets ci, tu mets ça. Le karaté sportif n'a rien à voir avec le karaté traditionnel. Alors, on utilise le mot karaté, mais en fait, on devrait dire les karatés.
Parce qu'on utilise le mot pour désigner un ensemble d'arts martiaux qui sont très différents parfois. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Il y a un lien, c'est les valeurs. C'est les valeurs. À partir de là, on peut dire que c'est un sport pied-point, on peut dire plein de choses, etc. Machin, et on revient sur les valeurs. Et alors, il y a quand même une chose, les valeurs, on peut aussi les retrouver dans la gymnastique, dans la danse, dans l'équitation. Et après, si on rentre dans la spécificité, lorsque j'étais au comité directeur de ligue, et j'expliquais à tous mes amis, c'est ce qui me semble logique, il y a le karaté traditionnel, plusieurs formes, et il y a le karaté sportif, une branche. Et aujourd'hui, dans les salles, ce que je remarque un petit peu trop, c'est qu'on fait sautiller, on ne fait que du karaté sportif souvent, et on fait sautiller des gens de 60 ans, 70 ans, et ça, c'est encore une fois, je disais, c'est un risque cardiaque énorme. Comme si les gens, et ça, c'est pas étonnant d'ailleurs, vu le niveau des ceintures noires, ne savaient pas ce que c'est que le karaté traditionnel. On parlait des bunkai. Est-ce que tu crois que l'on peut, quand tu vois les katas et le bunkai en finale, que ces bunkai sont applicables dans la rue? Moi, je suis un vieux de la vieille. Mon prof était, tu le sais, un sacré personnage Ouais. dans la rue, hein, Pierre-Yves Larivary ici. Moi, j'ai été formé à une école où le bunkai, encore qu'on n'avait pas beaucoup, hein, parce que ça a commencé lorsque j'ai passé mon 3e dan à Paris, c'est Serge Chouraki, ça commençait à peine, les bunkai. Ils n'ont rien à voir avec la réalité. Mais un combattant de rue, il se marre avec les bunkai de karaté. Et je refuse jusqu'à ma mort ce genre de bunkai. Je n'en veux pas. Je veux pas apprendre à mes élèves, hommes, enfants, enfin enfants, c'est encore autre chose. C'est encore, ça se réfléchirait. Parce qu'il peut y avoir un aspect éducatif. Mais à l'adulte, surtout pas ça. Et ça fait, s'ils font ça dans la rue, mais ils sont morts. Ils ont conscience que c'est pas du Non, ils sont pas conscients parce que le professeur leur envoie ça comme si c'était une réalité de rue. Je pense pas. Anthony. On peut, Pas tous, hein. Enfin, il y a plein de pratiques maintenant. On parle du Krav Maga ou ailleurs où on apprend des chorégraphies pour désarmer quelqu'un au couteau ou au revolver. C'est des choses que j'ai déjà travaillées. C'est très compliqué. Quand on parle de compétition de karaté, ça reste effectivement de la compétition de karaté. Et quand on voit les bunkai, enfin moi j'ai appris des bunkai avec Gilbert Grus, avec Jean-Pierre Lavorato, moi-même j'en ai développé, etc. Et j'en ai développé sur plusieurs disciplines. Tu m'as dit, oui. Voilà. Et en fait là, oui, ça devient applicable. Après, Voilà. attention, par exemple, j'ai une équipe qui était à l'époque avec Erika Maeva et Johanna De Cara. Elles sont arrivées 7e au France Kata il y a quelques années. On avait fait des bunkai sur Goju Shosho très Réaliste. très réalistes. Alors ça me plaît. Parce que personnellement, je vois pas. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé. Hein. J'ai fait des stages avec des gens en taijitsu, c'est Hernaez et Dubois. Et Pierre, il m'a fait faire plein de choses. Et sur ces choses-là, effectivement, il y a des choses qui sont très réalistes Voilà. et qui collent à la technique de karaté. Ça m'intéresse. C'est intéressant. Mais effectivement, la compétition, c'est une compétition. C'est ça. Donc, on va autant noter l'aspect gymnique que l'aspect, j'allais dire martial, ouais. mais c'est une forme de martial, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du kimé sur des katas, et s'il n'y a pas de kimé sur des katas, les gens ne passeront pas. Qui met l'intention de tuer, pratiquement, en traduction. Ouais. Plus loin. Difficile à traduire. Mais il faut faire attention. Implication dans l'action. Il faut faire attention aussi parce que c'est la vitrine. Oui. Et quand tu fais un flyer avec un type qui fait Mawashi Jodan, est-ce que quelqu'un qui a 50 ans peut s'identifier à ça? Moi, j'entends très souvent des gens... Oui, mais c'est à destination des jeunes. Je suis vieux, je fais pas le grand écart. La com en karaté, bon, moi je fais un peu de com, hein, donc je connais un peu. La com en karaté ou en boxe ou en quoi que ce soit, c'est à destination des très jeunes, des 15-20 ans. Oui, mais ça exclut, et Dieu merci, il y a beaucoup de gens qui pratiquent, et c'est là quand même la masse. Hein, on sait bien que le pourcentage de compétiteurs sur les 250 000 licenciés, c'est pas le plus gros pourcentage. Mais l'identification, la projection de quelqu'un qui regarde, qui entend, qui voit la presse, il faut montrer, mais malheureusement ça paye pas pour les médias, il faut montrer un karaté où il peut y avoir un Gedan Mawashigiri. Un low kick. Les gens ne peuvent pas, ils arrivent à 30 ans chez moi. Vous savez, je suis vieux, je le vois en ce moment, là, pour les inscriptions la semaine. Je suis vieux. Moi, mon doyen, il a 87 ans, il a commencé il y a 20 ans.
Le deuxième, il a 86, il a commencé il y a 20 ans aussi. Ils ont commencé donc très tard, le karaté. Je leur montre qu'un karaté est praticable à tout âge. Ouais. Il faut faire attention. Donc, je ne suis pas contre, mais je suis pour la distinction. C'est marrant d'ailleurs parce que tu rejettes cet aspect artistique des bunkai alors que tu as toi-même été l'un des pontes du karaté Mais artistique. j'ai bien dit, c'était pas un sport de combat, ce n'est pas un art de combat. C'était une chorégraphie pour garder les jeunes qui commençaient à s'ennuyer. Alors ils avaient besoin de voltige. Ça permettait de garder des jeunes qui d'ailleurs aujourd'hui sont à nouveau chez moi mais en traditionnel parce que ça dure qu'un moment. Et ils s'amusaient comme du body karaté. Et je me souviens avoir dit à Lombardo à l'époque qui était directeur de la revue, je dis Patrick, c'est pas un art martial. Non, c'est gymnique. La preuve, il y a des sauts périlleux. Ça vient des États-Unis. Moi, je voudrais le lancer en France. Et parce que il faut garder nos jeunes, il faut qu'ils s'éclatent. Au-delà de ça, j'y voyais encore, encore une fois, sur le plan de l'éducation, la possibilité, tu le sais très bien, toi, en tant que historien et littéraire, la créativité. Quand on est un éducateur, on est comme un chorégraphe aussi. Quand on veut jouer cette partie-là, éducative totalement avec des enfants, on les laisse créer. Et je l'avais même réussi à le faire avec Charla à l'époque, avec Henri, un critérium des jeunes dans laquelle il y avait une partie création d'enchaînement. Regardez maintenant dans le passage de grade, le directionnel. Il y a des tas de choses qui vont se faire, et vous verrez, qui vont aller encore plus vers une certaine créativité, sortir du cadre directif, mais aussi pourquoi? Parce que dans une bagarre, il y a rien qui est codifié là. Il faut pouvoir évoluer à gauche et à droite. Les bouquins qui vous ont le plus marqué, karaté ou tout arts martiaux confondus d'ailleurs, Moi, j'ai déjà dit, hein, c'est le marabout du karaté, hein, de Roland Bersetzer. Roland Bersetzer. C'est vraiment un truc qui m'a marqué depuis gamin, vraiment. Donc, c'est vraiment le truc qui m'a marqué. Après, il y a certainement des livres, et je ne me rappelle pas de tout d'ailleurs, mais vraiment, ça, c'est ce qui m'a marqué. Oh, il a été grandement diffusé. Bah, Toi, tu as eu des bouquins il était très très complet, hein. En 68, je suis d'accord, moi aussi, Roland Bersetzer, notamment un passage qui s'appelait La porte étroite, à la fin. Oui, il parlait de philosophie. Alors, comme j'étais penché sur la philosophie, la spiritualité, moi, ça a fait tilt quand j'ai lu ça. Et puis un bouquin d'Henri Play, tu sais, avec... Les chroniques martiales. Non, orange, et il y a Nambou dessus. Ah oui, le karaté par l'image. Voilà. Il connaît, hein. Oui, il les a à la maison. Donc Incollable, il est incollable. Le karaté par l'image, oui, c'est pas mauvais pour les... Et ensuite, bien sûr, comme j'allais chez Henri Play à Paris, je me régalais avec les Budo, etc. Et je t'ai montré même les bouquins que j'avais des années 54, 56. Ouais, les Judo Kodokan magazine. Oui, parce que la lecture, on n'avait pas les vidéos, mais la lecture travaillait l'imaginaire. Il y avait Karaté Bushido. Bah, toi, tu as connu aussi Karaté Bushido. J'étais abonné au magazine bien tout sûr. Le temps, bien sûr. Mais alors, c'est marrant parce que je me rappelle que très peu de comment était fait le magazine. Je me rappelle de certaines interviews. Je crois que j'avais lu Battesti, il y avait des gens qui faisaient du kickboxing ou autre chose. Il y avait Valera, il y avait plein de trucs qui étaient intéressants. Et je me rappelle même plus comment il était fait. C'est-à-dire que par quoi il commençait, etc. Je me rappelle qu'il y avait les chroniques de Henri Play. Ok, bon, on va terminer. On a fait une bonne heure. Je voulais vous remercier déjà d'être venu, parce qu'on a pas mal parlé de karaté. Bon, on a parlé un peu pour les gens qui connaissent surtout, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de compétition, mais je pense que les néophytes s'y retrouvent, parce que c'est à peu près pareil dans tous les sports. Donc nous avons un outil extraordinaire, qu'il soit sportif ou traditionnel. On est sur le même registre avec Anthony. Nous sommes extrêmement complémentaires, à mon avis. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je reviens sur le travail que tu as fait depuis des années et j'apprécie vraiment, tu sais, hein, voilà. Et je respecterai toujours les grands pionniers du karaté de par l'éducation que j'ai. Et voilà. Je vais rejoindre un peu ce qu'il dit. On a un gros problème dans les écoles à l'heure actuelle, c'est la frustration. Les enfants sont intolérants à la frustration. C'est super compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite, les écrans, le reste, c'est pas facile. Et en fait, effectivement, que ce soit du karaté sportif, du karaté traditionnel, ben, il permet de faire bouger le corps dans une certaine discipline et arriver à une certaine maîtrise de soi. Donc,
Je pense que c'est intéressant, le karaté, dans toutes ses formes qui soient, hein, que ce soit même le karaté contact, le karaté traditionnel, même le body karaté, qui est, je trouve, pour moi, c'est particulier. Mais toutes ces pratiques-là, que ce soit même le Kyokushinkai qui ont des belles valeurs, hein, le Shidokan et autres, euh, et voilà, il y a des valeurs. Et ces valeurs-là, il faut les garder. Et effectivement, on sera toujours prêt à le faire, je pense. Et s'il y en a qui débordent, eh ben, ils iront faire d'autres sports. Bon, je vous remercie pour cet entretien que vous m'avez accordé. Si vous voulez lire des livres à propos de karaté ou d'autres arts martiaux, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Budo Édition. Tous les liens seront dans la barre de description. Et je remercie aussi le Vestiaire Amo qui nous prête l'espace gentiment pour pouvoir tourner ce podcast dans la seule librairie de France qui est spécialisée dans le sport. Donc si vous êtes à Nice et que vous voulez chercher ou trouver des livres sur le sport, sur l'histoire du sport, sur la pratique sportive, quel que soit votre sport, vous pouvez venir au Vestiaire Amo. Merci beaucoup. Merci à toi, hein. Gabriel. Merci à toi. Retrouvez tous vos livres de sport au Vestiaire Amo et tous nos ouvrages sur budo.fr.